Des transformations majeures dans le réseau de la santé et des services sociaux. On est passé d'une époque où on était considéré comme à l'avant-garde dans le monde occidental avec des structures de proximité comme les centres locaux de services de santé et services sociaux, ce qu'on appelait communément en acronyme les CLSC du début des années 70, qui ont monté jusqu'à peut-être 160, 170 CLSC. On a eu une première vague de fusion 2004-2005 et là on a eu la loi 10 l'année passée et imaginez maintenant au Québec on est passé grosso modo de 230-240 établissements de santé et services sociaux à une trentaine. Donc, par exemple, les cantons de l'Est où je travaille, on a le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Donc, on a intégré 14 établissements en Estrie, dont le Centre jeunesse, le Centre hospitalier universitaire, le Centre de santé et services sociaux, qui fait une structure de 17 000 employés, et avec un conseil d'administration nommé par le ministre. Donc, le point que je veux faire, c'est que je trouve ça intéressant en France, là, vous semblez à tout le moins essayer de faire le lien entre justement la participation citoyenne dans les soins et la participation, la gouvernance démocratique. Enfin, c'est ce que j'ai lu, il y a un colloque là, le 1er février de l'Institut pour la démocratie sanitaire en France, tandis que nous, au Québec, au début des années 70, on ne parlait pas de patients partenaires, mais on avait une gouvernance démocratique forte dans les CLSC. La moitié du conseil d'administration était des usagers. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, on n'a plus de gouvernance démocratique, mais là, on parle de patients partenaires. Pour moi, il y a un manque de cohérence, il n'y a pas vraiment de cohérence là-dedans. Mais bon, on continue sur la recherche partenariale. Bon, nous, au Québec, mais bon, aussi beaucoup au Canada, on parle de recherche collaborative. Donc là, on rentre dans le cadre du processus. J'ai parlé de prise de parole, de participation des usagers à l'organisation des services, à la formation. Maintenant, en termes de recherche. En termes de recherche, bon, ben, j'ai singularisé plus précisément, il y a eu quand même plusieurs recherches qui ont été faites avec des usagers dans le domaine de la santé mentale, mais un qui est particulièrement intéressant, c'est celui-ci, puis bon, encore ma collègue Lourdes, du travail social, c'était la belle époque, là, c'est un programme que les conservateurs au niveau fédéral ont coulé presque automatiquement quand ils sont arrivés. ARUC, c'est une alliance recherche-université-communauté. Donc, des groupes communautaires se mettent ensemble et travaillent avec des universitaires pour développer des projets de recherche. Et imaginez, à cette époque-là, il y avait même une ARUC internationale, un programme ARUC international, et Lourdes, avec des collègues, j'en étais, mais bon, de façon périphérique, a présenté un projet Québec-Brésil, donc un projet de recherche, alliance recherche-université-communauté, avec des usagers brésiliens, des intervenants brésiliens et des Québécois. J'ai eu l'occasion de participer à des rencontres, et c'était assez fascinant de voir en visioconférence, vous avez, évidemment, il y avait la traduction, et vous avez des usagers au Brésil qui parlaient à des usagers au Québec, c'était toute beauté, mais ça, symboliquement, c'est très fort. Et bon, il y a des usagers brésiliens qui sont venus au Québec et des Québécois qui ont été au Brésil. Donc, extrêmement intéressant et ça l'a permis, c'était des budgets qui permettaient, entre autres, justement, de faire différentes recherches. Entre autres, une collègue, Michel Clément, a fait une recherche sur la participation, une état de situation sur la participation des personnes utilisatrices suite au plan d'action en santé mentale 2005 si je résume ça court, là, que bon, ben, dans sa recherche, elle disait que finalement, en conclusion, que ça soulevait plusieurs questions et que le ministère devait préciser ce qu'il entend par s'assurer d'obtenir la participation, parce qu'on était plus dans une logique d'instrumentalisation que de véritable participation. Il y a eu aussi une recherche qui a été, j'en mets juste quelques-unes, au niveau des entendeurs de voix. Une collègue, Mireille Saint-Onge, qui s'intéresse en travail social à l'Université Laval depuis fort longtemps aux entendeurs de voix au Québec, a travaillé avec les usagers. Il y a même une vidéo qui a été faite là, avec les personnes usagères. Et finalement, le projet Baromètre, dont certains d'entre vous avaient entendu parler, a été développé dans le cadre de l'Alliance Recherche Université-Communauté. Donc, c'est vraiment un outil qui s'inspire, évidemment, qui est en lien avec l'approche par les forces et l'approche du rétablissement, qui est un outil qui vise l'autodétermination, un outil informatisé et interactif là, qui vise l'autodétermination des personnes. Donc, on cherche à augmenter le choix et le contrôle des personnes dans leur vie.
Ici, ce que je voulais mentionner, que j'ai fait référence tantôt, mais pour vous montrer un peu à l'heure actuelle, ça réfère à mon titre, c'est dans le domaine de la recherche, ce qui est assez fascinant à l'heure actuelle, dans le domaine de la recherche en santé, j'insiste bien, à moins d'être dans la recherche très fondamentale, ne présentez pas un projet de recherche aux instituts de recherche en santé du Canada sans avoir un usager. Ça peut être un strapontin, mais il faut absolument avoir un usager parce que les IRSC ont mis de l'avant un cadre d'engagement des patients dans la recherche. Et il y a même un projet canadien très bien financé qui s'appelle Soutien à la recherche axé sur le patient, c'est IN. Vous avez même une revue maintenant qui existe qui s'appelle Patient Experience, une revue internationale. C'est IN dans le domaine de la santé de faire participer des usagers à la recherche. Moi, je veux bien, mais pour provenir du milieu communautaire, pour avoir été associé depuis des années à travailler avec des usagers pour en associer à de la recherche, pas quelque chose que tu fais sur le coin de la rue, qui t'invite Pierre-Jean-Jacques, qui participe à une recherche, puis souvent, malheureusement, des usagers que j'ai vus participer, comme à l'Université de Montréal, mais ça, c'est pas de la recherche, c'est de la formation, mais il y a un lien, par exemple, à l'Université de Montréal, ils ont développé une formation sur le patient partenaire pour les médecins. Fort intéressant, mais la quasi-totalité, sinon la totalité, moi, des usagers que j'ai vus dans des colloques qui venaient de l'Université de Montréal, c'était des post-docs, des gens qui avaient des diplômes et tout, puis qui avaient malheureusement une maladie chronique, puis que ça leur permettait effectivement de travailler dans le secteur de la recherche en étant un patient-chercheur. Bon, tant mieux pour eux, tant mieux pour elles, mais en même temps, quand ça pose des enjeux de littératie, et ça c'est une des critiques qui est faite justement à toute la tendance à l'heure actuelle d'associer des usagers à la formation académique en médecine ou ailleurs, parce que on va malheureusement souvent chercher des gens qui sont très bien formés avec des diplômes universitaires et tout, quand on sait que, les gens au bas de l'échelle, ces personnes-là, il faudrait aussi être capable de les rejoindre. Donc cet enjeu-là de la littératie c'est assez fascinant, on pourrait en parler, c'est assez fascinant de voir cette vogue-là, et c'est pas juste une vogue canadienne, québécoise, mais c'est international, toute cette idée-là d'aller chercher l'expertise du patient et de la co-construire. Donc comprenez-moi bien, c'est intéressant, c'est juste de voir le danger là-dedans, c'est d'instrumentaliser le patient, la personne. Si on continue, on arrive en conclusion tranquillement pas vite, donc là c'est plus en discussion, donc ici plus en synthèse. Donc, je l'ai mentionné tantôt, au niveau de l'organisation des services au Québec, on dit oui, on veut faire participer les usagers, mais en réalité, selon plusieurs, ils ont été instrumentalisés dans le processus. D'où on peut dire il y a parole et parole. Et donc, il faut effectivement se coltailler à cet aspect-là. Et ça touche autant la participation à l'organisation des services qu'aussi au niveau de la dispensation des soins. Bon, là, je prends en plus mon chapeau de travail social, le directeur de l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. Il y a l'Ordre des travailleurs sociaux au Québec, en Amérique du Nord, les travailleurs sociaux, c'est une profession qui est reconnue, qui a un ordre professionnel. En 2013, ils ont publié un énoncé de position qui s'appelle ainsi l'intervention sociale et individuelle en santé mentale dans une perspective professionnelle, où il dénonce effectivement que le poids des interventions psychologisantes qui sont trop axées sur la symptomatologie. Et l'Ordre des travailleurs sociaux estime qu'il est grand temps d'intégrer la prise en compte des déterminants sociaux, non seulement dans la lecture et l'analyse des problèmes de santé mentale, mais également dans leur traitement. Et de mettre l'accent, par exemple, sur l'empowerment, où on a écrit ceci, qui doit se traduire par la mise en place d'un dispositif d'intervention qui encourage et reconnaît l'implication de la personne à toutes les étapes du processus d'intervention et qui permet d'établir un rapport de complémentarité entre les compétences issues des expériences de la personne et les compétences professionnelles du travailleur social. Donc, vous voyez, ça ici, c'est un enjeu intéressant aussi à souligner, c'est que, parfois, des professionnels, quand on valorise le savoir d'expérience, ils disent, vous voulez disqualifier le nôtre. C'est pas l'idée de disqualifier le savoir professionnel, c'est l'idée de mettre ensemble, dans un monde idéal, c'est ce qu'on cherche à faire dans la structure, c'est l'idée de ce qu'on appelle au Québec le croisement des savoirs. Le savoir scientifique dit académique, le savoir professionnel et des intervenants et le savoir d'expérience des usagers. C'est quand on met tout ça ensemble et qu'on discute, qu'on dialogue, qu'effectivement on peut avancer.
Mais quand on est plus dans une logique d'instrumentalisation, là je cite Clément qui a analysé justement la participation des usagers dans les structures au Québec, et d'écrire Clément, je cite, le plus grand risque que court actuellement le mouvement des usagers, c'est d'être entièrement capté par l'institution au lieu d'être en interface avec la société civile. Et donc, c'est d'être entièrement capté par l'institution au lieu d'être en interface avec la société civile. Autrement dit, quand on se met à participer à des réunions, mais qu'en réalité on est coupé de sa base, on a de fortes chances d'être instrumentalisé. Ce qui fait que, bon, pour là où j'en suis rendu dans ma réflexion, c'est qu'effectivement, si on veut qu'il y ait véritablement une participation active et structurante des usagers, je pense que c'est d'autant plus important, puis bon, mes collègues aussi s'associent à ça, c'est de mettre l'accent justement sur des soins, des services qui sont personnalisés. Et pour ce faire, il faut se centrer sur qu'est-ce que l'intervention va faire comme différence dans la vie des gens. Il faut aussi imaginer que les gens, bon, je ne sais pas quel terme, coproducteurs, co-constructeurs, mais qui soient effectivement associés à ça. Parce qu'on ne peut pas d'un côté dire qu'on valorise le savoir des usagers si de l'autre côté, on ne travaille pas à co-construire, coproduire avec les usagers. Et donc, cette valorisation du savoir d'expérience-là, il est fondamental, mais en même temps, on voit à quel point il est difficile. Et malgré la popularité actuelle, comme je disais tantôt, du patient partenaire, comme ça en rire, il y a eu un colloque un peu prestigieux, qu'on appelle le colloque Jean-Yves Rivard en 2013, qui avait pour thématique justement la participation des usagers, des patients dans le système de santé, de la relation de pouvoir et la collaboration. Puis le feuillet informationnel du colloque soutenait même que devait cesser la distinction entre celui qui est censé ne pas savoir et ceux qui sont censés savoir. Mais c'est tout à fait dysfonctionnel avec ce qui arrive à l'heure actuelle dans le domaine de la santé et des services sociaux. Donc, si on veut arriver à la citoyenneté, et là je citerai un philosophe français que j'aime bien, Rancière, si on veut briser le fossé, je cite Rancière, si on veut briser le fossé entre ceux qui pensent et ceux qui sont les objets de la pensée, c'est une entreprise ardue et longue car elle met en cause les rapports de pouvoir puisque la hiérarchie des savoirs y est directement reliée. Et il y a des auteurs scandinaves, justement, en 2014, dans un texte, qui ont souligné l'enjeu du différentiel de pouvoir. Selon eux, c'est très confrontant, selon eux, quand les usagers sont dans un processus comme partenaires et coproducteurs, ceci implique l'incorporation par les usagers des valeurs du partenaire dominant. Il y a eu une recherche en Angleterre par Barnes, ça fait très longtemps qu'elle a fait des recherches avec les usagers. Cette recherche-là, en 2012, a cherché à identifier les résultats, à mettre en comparaison les résultats entre l'exercice de la prise de parole par les usagers des services de santé mentale et leur prise en compte par les cultures organisationnelles. Donc, en quoi les cultures organisationnelles ont pris en compte la parole des usagers quand les usagers, effectivement, ont été impliqués, ont été consultés. Et suite à cette recherche-là, les individus, les usagers sont positionnés comme des consommateurs et donc cela est problématique pour ces usagers parce qu'ils ont souvent un pouvoir limité de sortie, donc je reviens encore une fois à Hirschman, ils ont un pouvoir limité de sortie et qu'ils doivent donc s'appuyer sur la voix. Et donc cet exercice des droits des citoyens est très difficile parce qu'en même temps, lorsqu'ils ont des comportements qui peuvent apparaître détonnants ou trop émotionnels, ils peuvent être pathologisés. Leur comportement peut être pathologisé comme une manifestation de leurs symptômes. Donc, selon Barnes, les gestionnaires et les dispensateurs de services doivent mieux saisir les différentes façons par lesquelles les savoirs et les expertises des usagers peuvent être mieux intégrés. Elle estime qu'ils ont fait une importante contribution à de nouvelles façons de penser les services, mais que manifestement, il y a un processus de récupération à l'œuvre, laissant peu de place aux usagers pour être véritablement clés dans le processus. Et là, ici, je citerai une autre usagère, c'est un livre que j'ai lu récemment, qui est de toute beauté, qui a été écrit par Emily Martin, qui a la caractéristique d'être professeure d'anthropologie à Princeton, mais diagnostiquée bipolaire. Et elle a fait une recherche qui a été publiée aux États-Unis, mais aussi traduite en français, qui s'appelle « Voyage en terre bipolaire », et elle s'est particulièrement intéressée à ce qu'on appelle la phase maniaque, au niveau de la bipolarité, et dans son livre, elle est anthropologue, elle a mis en relief les liens entre les aspects de la société américaine et la place de la bipolarité, ce qui l'a amené à conclure que la maniaco-dépression est une maladie de la conformité sociale.
Donc, c'est extrêmement intéressant parce que souvent, on fait le lien entre dépression, particulièrement la phase maniaque, et la créativité. Tandis qu'elle, ce qu'elle dit, c'est qu'aux États-Unis, au contraire, on met l'accent sur la performance, les corporate exécutifs qui se lèvent à 4 heures du matin, puis qui font X, Y, Z avant de prendre leur déjeuner. Donc, elle a interprété justement la façon dont on conçoit ce trouble-là. Et de continuer, et selon elle, qu'en l'absence d'un sens robuste de comment les actions prennent leur signification dans un contexte social spécifique, qu'aucune possibilité de réévaluation positive de la manie ne permettra de restaurer la pleine citoyenneté à ceux qui vivent sous l'étiquette de maniaco-dépressif. Et là, moi, ça m'a fait revenir à un vieux texte là, de Verdès, ce collègue en 1970 qui a écrit ceci. Modifier les conditions de traitement du malade mental, les modes de relation, c'est donc engager la société tout entière à se redéfinir dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle n'est pas. Moi, je pense qu'on est encore pas mal là. Bon, il y avait aussi Sennett là, qui réfère aussi à cet enjeu-là, Richard Sennett, là, de cet enjeu-là, effectivement, là, par rapport à des enjeux là, de loyauté, mais bon, je ne m'étendrai pas là-dessus. Donc, par rapport en conclusion, par rapport, là, je fais encore un autre clin d'œil à un auteur que j'aime bien, bon, par rapport à est-ce qu'en bout de piste, la reconnaissance du savoir expérientiel, est-ce que c'est une invention normative ou est-ce que tout simplement c'est une façon du eux et le nous qui est renouvelé d'une autre façon. Et là, je citerai le philosophe, le médecin Georges Canguilhem, qui a écrit ceci. Ce n'est pas dans la vie des hommes et des sociétés le temps qui décide des normes, pas plus qu'hier que le demain. Ce qui décide des normes et de leurs valeurs, c'est le courage d'affronter des situations où l'on soit de nouveau en position d'invention normative. Le normal, c'est ce qui est normatif. Le normal, pardon, c'est ce qui est normatif dans des conditions données. Mais tout ce qui est normal dans des conditions données n'est pas normatif. Il faut ne pas refuser au normal l'épreuve du changement de conditions, dans ce sens que l'histoire du monde, c'est le jugement du monde. Donc, c'est ça la présentation.